Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Quand on est LGBTQ+, en quartier populaire en France, en plus d'être à la croisée des oppressions LGBTQ+, phobes, de pouvoir vivre des agressions, de pouvoir vivre de la discrimination à l'embauche, de pouvoir vivre énormément de problématiques, eh bien, il y a un enjeu en plus de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de personne qui parle au nom des LGBTQ+, de quartier populaire. On nous met dans des cases et on ne peut pas en sortir. Ça peut être des folles, ça peut être des queers, ça peut être des barbares, des sauvages, des délinquants. Mais par contre, quand il s'agit de laisser la parole aux personnes concernées dans les médias pour pouvoir faire entendre les voix, les revendications, c'est beaucoup plus compliqué. Je me présente, je suis Yanis Kamès, je fais partie des porte-parole de la Pride des banlieues, j'ai participé à la création du mouvement. La création de la Pride des banlieues, elle part déjà d'une organisation qui s'appelait Saint-Denis au cœur, qui avait pour objectif de faire entendre nos revendications, nos paroles en tant qu'habitants, habitantes de quartiers populaires, répondre à nos besoins. Et il s'est avéré que pour nous, il y avait pas mal de personnes concernées dans l'organisation. On a voulu faire des choses à ce niveau-là et on s'est rendu compte que c'était très dur d'entrer dans les institutions pour pouvoir parler des LGBTQ+ phobies. On voulait sensibiliser les jeunes, outiller les personnes concernées. On n'a pas pu, on nous a fermé les portes et parce que les institutions ne voulaient pas travailler sur ces sujets en quartier populaire, ne voulaient pas travailler sur ces sujets en Seine-Saint-Denis. Et en plus de ça, faire entendre des revendications des LGBTQ+ de quartier populaire, il n'y avait aucun espace qui ne le permettait. Donc nous, en réaction à ces manques, en fait, à cette impossibilité d'agir et à cette impossibilité de se faire entendre, on a voulu organiser une Pride, la Pride des banlieues, pour faire entendre les voix des LGBTQ+ de quartier populaire. Quand on est une personne LGBTQ+, on est opprimé, on vit des LGBTQ+ phobie, on vit des violences, on vit aussi de la discrimination à l'embauche, etc., etc. Par ailleurs, quand on est habitante de quartier populaire, on vit aussi énormément de violences. On vit aussi l'abandon des services publics, les violences policières, etc., etc. Et en fait, il y avait un impensé. Je pense qu'il y a quelque chose, les gens n'imaginaient pas. On savait très bien c'est qui les queers, on sait très bien c'est qui des habitantes de quartier populaire. En tout cas, on a des images pour essayer de les définir. Par contre, dans ces images, il y avait une impossibilité de penser des personnes qui sont en même temps LGBTQ+, et de quartier populaire, des LGBTQ+, de quartier populaire. Et pour nous, en fait, c'était ultra important. Voilà. Il y avait juste un angle médiatique qui était sur ce sujet, c'était de dire, en fait, dans les quartiers pop, dans les cités, en Seine-Saint-Denis, en fait, être LGBTQ+, c'est impossible parce que c'est un enfer et les islamistes et les délinquants vont vous agresser de manière systématique. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire, en fait, non, quand tu es LGBTQ+, en quartier pop, tu subis le racisme et tu subis les problématiques des habitantes de quartier populaire autant que les LGBTQ+ phobies. Et en plus de ça, tu n'as pas la parole. Et donc, pour nous, c'était ultra important de permettre à chacun et chacune, dans son identité, et donc dans son identité LGBT de quartier populaire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi mettre en avant des revendications. Et ces revendications, il faut savoir que, en fait, elles prennent en compte toutes ces problématiques. Comment dire ? Par exemple, là, on a marché en 2023, le 3 juin dernier, pour une PMA vraiment pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y avait 15 000 participantes à la Pride, et on est super fiers de ça. Et on a créé vraiment ce rapport de force pour pouvoir faire entendre nos voix. Et une PMA vraiment pour tout le monde parce qu'en fait, il y a une loi qui a ouvert en 2021 la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Mais il faut savoir qu'il y a encore énormément de discrimination d'accès à la PMA. Il y a bien sûr les personnes trans notamment qui ne peuvent pas avoir accès à la PMA parce que quand tu as la civilité homme, aujourd'hui tu ne peux pas avoir accès à la PMA et il y a plein de personnes qui peuvent faire un enfant mais qui ont la civilité homme. Et dans un second temps, aujourd'hui au guichet de la PMA, quand tu es racisé, tu dois attendre 10 ans alors que c'est 2 ans en moyenne pour une personne blanche. Quand tu es handi, quand tu es grosse, c'est quasiment impossible. Tes parcours ils sont ultra compliqués parce que les médecins ils font preuve d'énormément de discrimination et ils vont essayer de justifier le fait que tu n'aies pas le droit d'avoir un enfant alors que chacun et chacune devrait pouvoir avoir cette possibilité s'il le veut, s'il le souhaite. Quand tu es LGBTQ sur ce quartier pop, tu es souvent racisé, tu es souvent précaire. Et donc du coup, il faut que les avancées sociales incluent tout pour que tu puisses avoir accès aux droits, tout simplement. Donc pour nous, c'est même une nécessité que ces avancées sociales ne nous excluent pas.
L'enjeu qui est peut-être un peu plus prégnant, c'est que la plupart des mouvements pour les droits des personnes LGBTQI+, ils ont été portés par des personnes blanches, ils ont été portés aussi par des personnes qui sont plutôt aisées. Et donc du coup, les revendications qui sont derrière, elles ne vont pas prendre en compte les enjeux des personnes qui sont racisées, les enjeux des personnes qui n'ont pas de sous, etc., etc. La première Pride, c'était un soulèvement, c'est ce que les médias appellent une émeute. Cet épisode est inédit. Pour la première fois aux États-Unis, des homosexuels, lesbiennes, transsexuels et ceux qui les soutiennent se rebellent, ensemble et violemment, contre les discriminations dont ils et elles sont victimes. Un an jour pour jour, après les émeutes, 2000 manifestants défilent à New York en mémoire de cet événement. Et d'ailleurs, ça fait vraiment le lien avec aussi les soulèvements en cours en quartier populaire qu'on soutient bien évidemment et dont, en fait, pour beaucoup, la Pride des banlieues, ça aurait pu être nous, en fait, aussi. Et pour nous, c'est ultra important de faire entendre ces voix, ces revendications. Et donc, du coup, la Pride, c'est un moment politique. Et pour nous, il n'y a pas de sujet sur le fait que la Pride doit être un moment politique. Et en même temps, les vies sont politiques et les enjeux auxquels on est confronté, c'est des enjeux d'oppression, de domination, des rapports de domination. Et donc, du coup, la Pride, c'est un moyen de lutter pour faire en sorte de créer des rapports de force qui vont nous permettre de faire en sorte que nos revendications soient entendues et qu'on puisse après construire un monde où chacun et chacune a sa place, où chacun et chacune peut vivre dignement, où chacun et chacune peut s'épanouir. La Pride, c'est éminemment politique. En tout cas, la Pride des banlieues, pour nous, c'est important de quoi qu'on fasse, en fait, peu importe la forme, avoir un fond politique qui va nous permettre de faire entendre les voix. Parce que c'est ça l'objectif. On se réunit pour faire entendre les voix, on se réunit pour faire en sorte que justement les revendications soient entendues. Par exemple, en 2022, la Pride des banlieues, la revendication, c'était la création de 10 000 places en hébergement d'urgence et la formation des agents des services publics à l'accueil des publics LGBTQI+, parce qu'en fait, il y a une surreprésentation des personnes LGBTQI+, dans la rue parce qu'on peut se faire exclure de son domicile quand on est LGBTQI+. Il y a une surreprésentation des habitants et habitantes de quartiers populaires parce que il y a de la pauvreté, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ça qui amène aussi à la rue. Et aussi, quand on est LGBTQI+, aussi on est souvent plus pauvre parce qu'on fait ça commence à l'école où on est discriminé, donc on acquiert moins de capitaux, ensuite académique, ensuite il y a de la discrimination au travail, etc., ce qui fait qu'il y a de la précarisation. Et donc du coup, surreprésentation, personnes LGBTQ+, personnes de quartier populaire, et donc besoin de places en hébergement d'urgence pour pouvoir avoir un toit. Et donc nous, l'idée c'est de faire en sorte que tout le monde ait un toit, et sauf qu'il ne suffit pas de créer ces places. Parce que en fait, quand tu es LGBTQI+, et tu dois être dans un centre d'hébergement d'urgence, tu peux être face à des agressions en plus de tout ça. Donc, il est important aussi pour que ces espaces, tout le monde puisse y accéder, c'est de former les agents pour qu'ils créent justement ces espaces, des espaces sécurisants pour chacun et chacune. L'identité LGBTQI+, c'est une cause d'exil. Parmi les migrantes en France, il y a une surreprésentation des personnes LGBTQI+, et ça amène encore une fois tout un panel de violences qui peuvent être vécues en parallèle. Donc, pour nous, de toute façon, l'accueil, il doit être inconditionnel. Le traitement des migrants et migrantes en France, il est inacceptable, il est violent. Ça passe par des centres de rétention qu'on peut comparer à des centres qui sont quasiment des camps de concentration. Enfin, c'est de l'encampement, en tout cas, on met les gens dans des camps, il faut le savoir. Par exemple, on peut accepter ou refuser l'exil d'une personne sur le fait que l'agent au guichet va dire « Ok, moi je te trouve assez queer ou je te trouve pas assez queer », mais en calquant justement sur des modèles de queerité qui sont des modèles blancs et qui ne s'appliquent pas forcément aux personnes racisées. Et donc il y a aussi un vrai enjeu à accepter les identités de chacun et chacune aussi comme cause d'exil. Et de toute façon, il ne devrait pas y avoir de cause à l'exil, il devrait y avoir comment on fait en sorte d'accompagner au mieux les personnes migrantes LGBTQI+, aussi comme il faut accompagner de manière correcte toutes les personnes migrantes finalement. Le traitement médiatique des LGBTQI+, de quartier populaire, il est en même temps raciste et il est en même temps LGBTQI+, phobe. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est de dire, quand on est LGBTQI+, en quartier populaire, on va vivre des agressions de manière ultra forte et donc on ne peut pas exister. Donc c'est déjà pas forcément vrai. Et c'est basé sur justement un fondement raciste qui est de dire de barbariser les habitants et habitantes de quartiers populaires. Et en plus de ça, c'est refuser les identités
et les modes d'expression des identités qui ne sont pas forcément des modèles mainstream comme on voudrait voilà, qu'elles soient appliquées, refuser le fait qu'il y ait des personnes LGBTQ+, en quartier populaire et nier en fait nos identités. Donc c'est vraiment là, on voit bien comment ce traitement médiatique, il est à l'intersection entre les oppressions racistes, entre les oppressions classistes et les oppressions LGBTQ+, parce que c'est tout ça en fait qui est chargé derrière ce qu'on appelle l'homonationalisme. Enfin voilà, c'est un traitement qu'on appelle homonationalisme. C'est l'utilisation justement des luttes LGBTQ+, à des fins racistes, à des fins classistes, parce que les gens après ils vont utiliser et des gens comme Marine Le Pen, des gens comme Darmanin, enfin voilà, ils vont dire oui, comme c'est un enfer pour les LGBT, les quartiers populaires, alors il faut qu'on fasse de la répression et qu'on accentue justement le traitement répressif et criminalisant des personnes, des habitants et habitantes de quartiers populaires, dont encore une fois, on fait partie, quand on est LGBTQ+, en quartier populaire en France, en plus d'être à la croisée des oppressions LGBTQ+phobes, de pouvoir vivre des agressions, de pouvoir vivre de la discrimination à l'embauche, de pouvoir vivre énormément de problématiques. En plus de subir justement le racisme au quotidien, le traitement des quartiers populaires, la vie des quartiers populaires, et par exemple sur les enjeux de santé, il y a des prévalences de problèmes de santé dans les communautés LGBTQI+, notamment prévalence des problèmes de santé mentale, prévalence aussi du VIH dans les communautés. Eh bien, on n'a pas accès justement à cette santé-là, d'autant plus justement quand on est LGBTQ+, en quartier populaire, puisqu'il n'y a pas de les soins, il n'y en a pas assez. Eh bien, il y a un enjeu en plus de tout ça, c'est que on est toujours objet de discussion dans les médias, mais en fait, on n'arrive pas à... Enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas, mais c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de personne qui parle au nom des LGBTQ+, de quartier populaire. En fait, on est un sujet de discussion. Ça peut être des folles, ça peut être des queers, ça peut être des barbares, des sauvages, des délinquants. Et, enfin, quand on est LGBTQ+, quand on est habitant de quartier populaire, on nous met dans des cases et on ne peut pas en sortir. On parle de nous à travers cette grille d'analyse par case. Mais par contre, quand il s'agit de laisser la parole aux personnes concernées dans les médias pour pouvoir faire entendre les voix, les revendications, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça la nécessité aussi de la lutte, c'est réussir à lutter, créer un rapport de force pour ne pas laisser le choix justement aux médias, pas laisser le choix aux politiques. Donc c'est ultra important de pouvoir de toute façon mener ce combat et de continuer à le mener pour faire en sorte que toutes les voix soient entendues. On a écrit un livre qui s'appelle « Les marges au centre de la lutte » et qui retranscrit aussi tout ce que j'ai dit et aussi les enjeux justement des luttes des LGBTQ+ de quartier populaire. Et donc vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et aussi, vous pouvez aussi signer la pétition pour une PMA vraiment pour tout le monde que vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux de la Pride des banlieues.